Oui, ça fait rien, il n'a pas tiré. Je vais mettre à la barre. Pour l'ensemble, portez vos armes. On vous présente différents uniformes typiques de l'armée impériale. Pour ce qui est de la musique, 2 uniformes vous sont présentés. Un uniforme lié au 3e régiment d'infanterie de ligne, le tambour, et un régiment du 3e bataillon des chasseurs des montagnes, le fifre. Il n'y a que 2 instruments de musique réglementaires dans l'armée impériale, le fifre et le tambour. L'essentiel des ordres étant communiqué par les sonorités de l'époque. Petite démonstration. Le réveil. Donc, comme vous pouvez le voir, le rythme de la journée, la sonorité musicale réglementaire. Il y a le réveil, le coucher, le repas, la charge, le rassemblement. Tous les soldats de l'époque, à l'entente de ces sonorités, savaient ce qu'il avait à faire. Je vais commencer par la garde au drapeau. Il s'agit d'une aigle. Avis pour les fanatiques de l'orthographe, le nom est féminin. Il s'agit de l'emblème du 3e régiment d'infanterie de ligne. Régiment qui a participé à la quasi-totalité des campagnes de l'Empire. Avec une garde au drapeau, armée de l'esponton, et d'un officier colonel commandant le régiment. À côté, nous avons un capitaine d'infanterie. 3 pas en avant, s'il vous plaît. Donc, capitaine, il a rang donc de commander une compagnie d'infanterie. À cette époque, et selon la date à laquelle on exerce, avant ou après la bataille, en gros, c'est de 80 à 100 hommes par compagnie. Il y a 6 compagnies par bataillon, il y a de 2 à 4 bataillons par régiment. On repart en avant pour le sergent. Un sergent du 3e d'infanterie de ligne. Particularité des sergents, s'il est sergent, c'est qu'il sait lire et écrire. Il a un galon de laine jaune qui marque le grade de sergent. Pour ma part, c'est 2 galons de laine dorée pour le sergent-major. 3 pas en avant, 6e d'infanterie légère. Là, nous sommes sur la période fin révolution consulat, car elle porte une coiffe qui n'a été portée que durant cette période. Comme vous pouvez le voir, la tenue est bleue. C'est le propre de l'infanterie légère, qui représente à peu près un quart du régiment. Pour l'officier du même régiment,
Comme vous pouvez le voir, il porte un plumet blanc. Car les officiers, en dehors du commandant de compagnie, portent toujours le plumet blanc, car il n'est pas rattaché à sa compagnie, il est rattaché à l'état-major du régiment. Pour le grenadier et le voltigeur, 3 pas en avant. Là, la spécificité est dans les couleurs du plumet. Vous avez à votre droite un plumet rouge, à votre gauche, le jaune et le vert. Ce sont les compagnies d'élite présentes dans les bataillons. Leur fonction n'est pas la même. Le recrutement n'est pas tout à fait le même non plus. Autant les grenadiers existaient bien avant l'Empire, mais pour permettre aux hommes valeureux et compétents d'intégrer les compagnies d'élite, a été formé les compagnies de voltigeurs, donc petite taille pour les voltigeurs, si je me souviens bien, c'est 1,61 m. Non, encore plus bas, 1,59 m. 56. 56, oui. 62 pour l'officier. Et les grenadiers, c'est tous les hommes qui sont dans les tailles supérieures. 72. 3 pas en avant, la gendarmerie impériale. Alors, ils viennent d'Espagne, mais c'est bien la gendarmerie impériale française. Ils sont en tenue de combat à pied, grande tenue précisément. Alors, je représente effectivement un officier, un soldat qui appartient initialement et qui continue à appartenir par son vestimentaire au 7e régiment de hussards. Il peut y avoir des officiers détachés à un état-major et qui se reconnaissent avec la fourragère dorée. Le deuxième aspect pour cerner l'officier en question, avec les épaulettes, est un chef d'escadron, c'est-à-dire ce que vous pouvez appeler maintenant un commandant. La deuxième particularité est le brassard sur le bras gauche. Le brassard détermine l'attachement à un général, à une autorité. Ici, c'est un général de division. Si c'était un général de brigade, le brassard serait bleu pâle. Si c'était un maréchal ou l'empereur, le brassard serait blanc. Et le plumet s'accorde avec, dans la couleur. Le soldat que je représente est en tenue de ville. Okay, ce n'est pas la tenue, la grande tenue du hussard qu'on lui connaît, avec le gilet gancé, le dolman, la pelisse, celle qu'on lui voit habituellement porter. Les officiers avaient l'autorisation, c'est pas vraiment une autorisation, mais pouvaient se permettre quelques fantaisies vestimentaires par rapport au règlement, pardon. À savoir que le gilet que je porte n'est pas tout à fait réglementaire, il devrait être gancé. Moi, je suis officier topographe. Autrement dit, mon rôle, c'est de faire les cartes pour l'empereur. Si ces hommes valeureux que j'ai derrière moi savent à l'endroit où ils doivent se battre et mourir, c'est grâce à moi. C'est-à-dire que nous sommes, nous les ingénieurs géographes, les yeux et les oreilles de l'empereur. Autrement dit, avant la bataille, nous menons des missions de reconnaissance sur le terrain, on regarde les endroits par où on doit passer, on fait attention aux ponts, aux routes, aux quais, aux fleuves. Bref, on doit mener un véritable travail d'espionnage, de reconnaissance sur le terrain et d'espionnage, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte d'avoir les cartes également du pays à jour. Ce qui veut dire que dans un pays ennemi, on doit se procurer les cartes auprès des ennemis, par quelconque moyen que ce soit, légal ou pas. Notre travail ensuite, au moment de la bataille, c'est d'aider les officiers à savoir à l'endroit où ils vont. Nous connaissons le terrain, nous connaissons la topographie et donc nous pouvons guider au mieux nos officiers, les chefs de corps, etc. sur la bataille. Après la bataille, notre travail c'est de relever les positions des troupes sur le terrain pour en faire un relevé détaillé qui va venir ensuite alimenter les archives impériales. Parce que la stratégie de l'empereur utilisée dans les batailles va être ensuite décortiquée, analysée et enseignée. Alors ici, je suis en tenue de travail, ce
qui fait une tenue tout à fait, vous le voyez, passe-partout. En principe, j'ai un uniforme un petit peu plus voyant, avec un habit à la française, comme les troupes derrière, mais le col et les poignets orange, qui est la couleur de mon service. Je suis accompagné d'un de mes aides, qui porte avec lui une pige. C'est le bâton, vous voyez, rouge et blanc ici. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur le bord des routes, avec les ingénieurs de la DDE. Ben, le principe est le même, hein, sauf que le matériel est un petit peu plus ancien. Donc, à ce propos, si vous êtes intéressé par les missions, par le matériel, par le service topographique, je vous invite tout à l'heure à venir nous retrouver sur le campement. Vous y retrouverez le bureau topographique déployé avec tout son matériel. Et je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous expliquer comment il fonctionne. 7h30. Ce soir, vous aurez également une conférence sur le service topographique et notamment sur la question des cartes à la bataille de Waterloo. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole au service de santé. Merci. Bien. Donc, bien avec toi. Bon, alors vous êtes très intrigué par cet engin. Cet engin est une réplique de la première ambulance qui a travaillé sur les champs de bataille pour essayer de faire ce qu'on pouvait faire avec les moyens de l'époque. Et son inventeur est un petit bonhomme qui s'appelle Dominique Jean Larrey. Dominique Jean Larrey est né à Baudéan. Alors Baudéan, c'est un peu loin d'ici, hein, c'est dans les Hautes-Pyrénées. C'est à 3 km de Bagnères de Bigorre, dans la haute vallée de l'Adour. Il est né là en 1756 et à l'âge de 14 ans, il a quitté son village, étant repéré par le curé du village comme étant un garçon ayant beaucoup d'aptitudes pour faire une belle carrière. Eh bien, l'oncle était chirurgien à l'hôpital de Toulouse. Donc la maman ayant 15 enfants à élever, il y en avait un qu'on pouvait loger à Toulouse. Il part à pied à Toulouse. Je résume, sa carrière, elle a duré plus de 20 ans, puisqu'il est mort en 1842. Il a fait toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire, en ayant d'abord commencé par une carrière navale. Ben, lui réussit malgré tout à avoir une carrière magnifique. Et il était très aimé de l'empereur, puisque dans son testament, Napoléon a dit à Sainte-Hélène, il a écrit « Larrey a été l'homme le plus vertueux que j'ai connu ». Voilà, moi je suis ancien médecin militaire, mon camarade est anesthésiste, réanimateur, retraité, il est en pharmacien de la garde impériale, mais il a une carrière médicale aussi. Donc, petite information, cet après-midi, si cela vous dit, et surtout s'il pleut, je ne l'espère pas, nous avons une exposition dans la salle Tessier qui est à 300 mètres d'ici, avec des dioramas, avec du matériel chirurgical. Et de 15h à 17h et quelques, il va y avoir 3 conférences. Une première conférence sur le général Berthézen, qui est le motif de notre réunion d'aujourd'hui et d'hier. Une conférence sur les blessés dans les armées napoléoniennes. Et une conférence sur le service des ingénieurs géographes de notre ami qui sont passionnantes. Donc un ancien soldat de la Grande Armée, donc baptisé demi-solde, qui se reconnaît à certains attributs. Alors il y a quand même des demi-soldes qui étaient beaucoup plus discrets que je ne le suis dans mon vestimentaire actuel. Normalement quand c'est fermé, on ne remarque pas l'ancien gilet militaire à Gans ou à Brandebourg si vous préférez, qui est très visible et qui garde ses couleurs, la couleur écarlate. Les demi-soldes avaient d'autres moyens de reconnaissance qui étaient la médaille des anciens compagnons de l'empereur. Donc c'est un ruban rouge avec une médaille représentant l'aigle en dessous. Vous aviez aussi un bouton dit de demi-solde qui était très particulier, qui se portait à un endroit spécial sur la première boutonnière à droite. Et vous pouviez avoir également des marques distinctives comme celle de la feuille de laurier qui représente l'ancien couronnement de l'empereur. Et surtout, pour les plus discrets, surtout ceux qui n'étaient pas habillés en couleur, qui étaient habillés en noir, qui se cachaient, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas qui s'appelle la terreur blanche. On a entendu parler beaucoup de la terreur pendant la Révolution française.
Et on a peu entendu parler de la terreur blanche. La terreur blanche, c'était quoi? C'était tous les royalistes qui traquaient les bonapartistes. Donc les bonapartistes, demi-soldes ou autres, se cachaient. Et pour se reconnaître entre eux, ils avaient ce qu'on appelle une canne séditieuse. Pourquoi séditieuse? Parce que c'était un moyen de reconnaissance très discret. Vis-à-vis des monarchistes, vis-à-vis des royalistes, c'était très discret. Le seul moyen de se reconnaître, c'était de la mettre soit au soleil, mais plutôt la nuit sous un réverbère. Et l'ombre portée du pommeau était le profil exact de l'empereur. Donc quand ils reconnaissaient ce profil, s'ils avaient affaire, eux aussi, l'autre personne, à un demi-solde ou à un fervent bonapartiste, ils savaient de quoi il parlait. Si ce n'était pas le cas, la personne ne savait pas de quoi il s'agissait, donc il passait son chemin. Voilà la présence de ce pommeau un peu spécial dans sa forme. La canne séditieuse. Merci de votre attention. Pour charger ça en tout le temps, une remarque. Chargez vos armes. Ouvrez le bassinet. Prenez cartouche. Déchirez. Chargez. Fermez le bassinet. L'arme à gauche. Cartouche à un canon. Tirez baguette. Ouvrez. Je sais plus. Remettez la baguette en place. Remettez baguette. Portez vos armes. Serrez là. Apprêtez vos armes. À jour. Levez vos armes. Levez un peu. Feu! Portez vos armes. Quelques petits mots sur le fusil, modèle réglementaire 1777 corrigé en 9. Selon le dicton de l'époque, vous n'êtes jamais tué par le homme qui vous vise. Autrement dit, c'est une arme d'une imprécision quasi totale. On estime que seulement 5% des projectiles atteignaient leur but, et encore, certainement pas au-delà de 80 pas. Même si la balle pouvait aller à 200 mètres, c'était franchement plus très dangereux. La balle pèse 29 grammes, elle est en plomb, et si elle n'a pas le pouvoir létal de nos munitions d'aujourd'hui, il n'empêche que la médecine de l'époque ne vous sauvait pas pour autant. La seule thérapie pour une blessure au membre, c'est l'amputation. Pour le reste, ça dépendait tout simplement de la résistance de l'homme en question. Maintenant, je vais effectuer le tir à l'obusier. Messieurs, dames, merci.
Désolé. Nous allons rendre hommage au général Berthesen, enfant de Vendargue, mais aussi aux autres Vendargois, soldats de l'armée napoléonienne, qui reposent ici en déposant leurs fleurs sur leur tombe. Nous déposons ce bouquet de fleurs en mémoire de Joseph Hermé, fusillé au 28e de ligne de l'armée d'Espagne de 1808 à mai 1814. Blessé en Espagne en 1814, médaillé de Sainte-Hélène, décédé à Vendargue en 1881. Nous déposons ce bouquet de fleurs en mémoire d'Augustin Hirn, sergent campagne de Hollande et d'Espagne, blessé le 30 juillet 1810 à la bataille d'Oviedo, chevalier de Légion d'honneur, maire de Vendargue. Nous déposons ce bouquet de fleurs en mémoire de Jean-Marie Frédéric Aurès, beau-frère du général Berthesen. En tant que trésorier payeur aux armées, il a fait la campagne d'Espagne, chevalier de la Légion d'honneur. Nous déposons ces fleurs à la mémoire de Pierre Berthesen, lieutenant général, pair de France, baron d'Empire, grande croix de la Légion d'honneur. Son nom est gravé sur l'Arc de Triomphe à Paris. L'ancienne grande rue de Vendargue porte son nom et son buste a été posé en 2014 sur sa maison. Très apprécié par Napoléon Bonaparte, il a participé à de nombreux combats où il fut plusieurs fois blessé. Il a été rappelé en 1830 lors de la conquête de l'Algérie, dont il devient le commandant militaire en 1831. Il est décédé à Vendargue le 9 octobre 1847. Nous associons à cet hommage son épouse, Julima Génioris, qui repose à côté de lui. Dans cette même tombe a été déposé le cœur de son frère cadet, Barthélemy Berthesen, mort au combat à Krasnoï pendant la retraite de Russie le 17 novembre 1812 à l'âge de 26 ans et ramené par son frère dont il était l'ordonnance. Nous lui rendons également hommage. Bon, monsieur le président de mémoire de Vendargue, monsieur le représentant de la famille des Berthesen, monsieur le président du cercle Napoléon, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers amis, et bien sûr, toutes ces personnes qui nous font l'honneur de cette représentation durant ces 2 jours à Vendargue. Très heureux, bien sûr, de partager ce moment avec vous, ce moment autour
de toutes ces écharpes, ce moment autour de ces trois couleurs, du bleu, du blanc et du rouge, ce moment autour de notre histoire, histoire qui doit être commune à tous et qui n'est pas divisible, bien évidemment. Alors nous sommes en plein dans les journées du patrimoine, et il est de tradition de mettre en avant des bâtiments, des lieux. Et puis, cette année, avec l'association Mémoire de Van d'Argues, avec Pascal et la commission culturelle, avec les élus, ben, on avait décidé d'organiser cette journée, puisqu'on devait en même temps inaugurer la maison de serre, et je reviendrai plus tard, inaugurer les travaux de réhabilitation, à la fois patrimoniaux, à la fois énergétiques. Mais quand on se lance dans la rénovation, ben, il y a des délais, des fois qui courent. Donc on s'est dit, on ne pourra pas l'inaugurer, même si vous avez vu quand même que la façade est déjà magnifique, et bravo Jean-Paul pour suivre ce chantier. La façade est magnifique, les volets également, donc ça commence à prendre un petit peu tournure, mais on a dit, ben, on va quand même garder la manifestation de prévu. Et depuis ce matin, que ce soit avec la représentation, que ce soit avec des explications autour des canons, des fusillés et d'autres, que ce soit à l'espace Tessier, avec ces différentes interventions, et tout ce qui va continuer jusque tard dans la soirée, ben on s'est replongé un petit peu, il y a à peu près 200 ans au cœur de cette histoire, au cœur de notre histoire. Et tout à l'heure, je parlais de la maison de serre, et la maison de serre, bien sûr, vous savez toutes et tous que le général Berthézen Inaki, il y a vécu. Et puis, en 1934, mais juste parce qu'on ne peut ne pas parler de la famille Serre, de Paul Serre, ben, en 1934, Richard, elle a été léguée à la commune, et avec cet enjeu, et c'est écrit sur les plaques qui ont été remises sur la façade, ben, qu'elle soit à destination des plus précaires, des nécessiteux. Et c'est ce que mes prédécesseurs ont fait tout au long de leurs différents mandats, c'est ce que l'on s'attache à respecter, puisque vous savez qu'il va y avoir le CCAS, puisque vous savez que tout le premier étage, Raymond, va être réservé comme avant les travaux aux aînés de la Cadoule. Voilà. Donc on a hâte, mais pour l'instant revenons sur cette journée, sur cette commémoration et sur ce moment mémoriel. Donc on l'a vu, hein, dans ce cimetière, ben, reposent 5 personnes qui ont traversé cette période, donc je ne vais pas les reprendre bien évidemment. Bravo aux petits du conseil municipal, les jeunes qui l'ont fait comme il se devait, et dont le général Berthézen. Alors bien sûr, si on se replonge un petit peu dans l'histoire, ben c'est toute une carrière militaire, hein, puisqu'il a été général, il a été père de France, donc que Van d'Argues soit reconnaissant, c'est normal. La nation est aussi reconnaissante, puisque si vous allez à Paris, ben son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe. Il a été le premier Français également à poser le pied en Algérie. Et puis, il y a tout le côté vandargois, dont je viens de donner quelques phases. Mais le plus important, je crois que le plus important, c'est de se souvenir, et en présence de tous ces conseillers municipaux des jeunes, dont j'espère que certains, voire le plus grand nombre, nous succéderont, ben, ils feront, je le sais, à leur façon, comme l'a fait le général Berthézen et tous les compatriotes de l'époque, je pense, qui noirciront, et j'espère qu'ils noirciront les pages de l'histoire de Van d'Argues. Parce que à Van d'Argues, alors de temps en temps, on se retourne. Mais on se retourne, c'est pas pour ne pas affronter le futur. C'est pas pour rester refermé sur soi-même. C'est pour voir la trace de toutes celles et tous ceux qui ont fait Van d'Argues, et au nom d'un certain devoir de mémoire, au nom d'une certaine transmission, ben on adore un petit peu essayer de se mettre dans leur pas pour honorer du mieux qu'il soit notre mandat et notre quotidien. Voilà. Vive Van d'Argues, vive la République et vive la France. Pour les ouvrez le banc. Présentez vos armes. Au bord.
tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans le campagne, nuages et féroces soldats, qui viennent dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Un jour, donc les soldats vont sortir en premier. Par le flambeau à gauche.